Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, cher Patrick Bernasconi, Madame et Monsieur les coprésidents, cher Laurence Tubiana, cher Thierry Pêche, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les garants, Mesdames et Messieurs. Il y a quelques rendez-vous dans l'histoire des démocraties qu'on est heureux de ne pas manquer. C'est en général les rendez-vous d'un peuple avec une grande cause. Vous connaissez tous, nous connaissons tous, et nous apprécions à sa très juste valeur, la lutte contre l'apartheid dont Nelson Mandela nous a dit un jour qu'elle avait été réussie lorsque et parce que des femmes et des hommes ordinaires, et il se classait lui-même dans les hommes ordinaires, des femmes et des hommes ordinaires s'en étaient saisis. Mais si on connaît ce long combat qu'il a mené pour le remporter, si on connaît peut-être la très belle autobiographie qu'il a rédigée, qui s'appelle « Un long chemin vers la liberté », on oublie parfois, ou on méconnaît peut-être, la fin de son autobiographie, où il a l'intuition qu'un autre combat commence, après celui qu'il a conduit, le combat pour la planète. Et il en rend compte au moment où il retrouve son village d'enfance. Nelson Mandela a été emprisonné de 1962 à 1990. Et quand il est libéré, il revient dans le village où il a grandi et il raconte « Le village était maintenant négligé, l'eau polluée et des sacs et des emballages de plastique souillaient les champs. Pendant mon enfance, c'est lui qui parle, nous ne connaissions pas le plastique, et s'il a amélioré la vie de bien des façons, sa présence au village m'a fait penser à une sorte de maladie. La communauté semblait avoir perdu sa fierté. » Ce sentiment d'effroi que ressent Mandela, il n'est pas impossible que nous l'ayons chacun éprouvé face à l'état du monde, face à telle ou telle image, face à la fonte des glaces, face aux catastrophes naturelles qui se multiplient. C'est pourquoi cette Convention citoyenne pour le climat, dont le président de la République a annoncé la création à la fin du mois d'avril dernier, constitue un rendez-vous important pour notre démocratie. D'abord, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, parce que vous incarnez, vous, Mesdames et Messieurs, les 150 que vous êtes, incarnez une forme de démocratie participative inédite. Et nous souhaitons que cette forme inaugure une nouvelle manière de produire des idées, des solutions, peut-être, qui sait, du consensus, en tout cas du débat public, autour de solutions qui émanent directement de nos concitoyens et qui sont directement destinées à nos concitoyens. Ensuite, parce que les attentes de nos concitoyens sur la question de l'écologie sont immenses. Et je le dis en pensant aussi à ce que nous vivons en ce moment même, avec une catastrophe industrielle, la catastrophe de Lubrizol à Rouen. Nous avons, je l'ai dit, voulu la transparence totale sur ce qui s'est passé, et elle sera totale. Chaque jour, nous donnons les informations dont nous disposons, et elles vont continuer à arriver, et nous continuerons à les donner, sur le résultat des tests, sur les analyses des scientifiques, sur les éléments qui sont en notre connaissance de façon précise à tel ou tel instant. Mais je mesure, avec beaucoup d'humilité, même si je n'en suis pas surpris, que la parole publique est aujourd'hui questionnée, soupçonnée, parfois même décrédibilisée par principe. Celle d'un Premier ministre, celle d'un ministre, celle d'un préfet, celle d'une agence sanitaire. Je vous le dis, Mesdames et Messieurs, je ne m'y résous pas. Mais cela nous interpelle forcément sur notre manière de dialoguer avec nos concitoyens, sur la manière d'évoquer les questions scientifiques, les choix publics avec nos concitoyens.
sur le besoin de les écouter, sur le besoin de les associer davantage à la prise de décision. Et cela doit nous conduire à faire évoluer en profondeur la façon dont nous conduisons nos politiques publiques au niveau national et au niveau local. En vérité, au niveau local, c'est souvent mieux le cas. Je ne dis pas que c'est vrai partout, mais bien souvent, au niveau local, c'est plus facile et c'est plus habituel d'associer les concitoyens à la définition des problématiques et des politiques publiques. Je ne dis pas que c'est parfait tout le temps, hein. Je suis mesuré dans mes propos. J'essaie d'être nuancé. Mais c'est plus facile au niveau local qu'au niveau national, et au niveau national, on a d'énormes progrès à faire. Et parce que c'est plus difficile, et parce que nous avons beaucoup plus de progrès à faire au niveau national, l'exercice auquel vous avez accepté de participer est un exercice important. Je ne suis pas venu cet après-midi pour monopoliser votre temps de travail, ni pour vous dire ce que vous devez penser. Du reste, si je vous disais ce que vous devez penser, vous me regarderiez, et je sais ce que vous en penseriez. Et vous auriez raison. Vous allez avoir toute latitude pour réfléchir et pour agir. Vous n'entendrez presque plus parler le gouvernement, et peut-être presque plus parler du gouvernement au fur et à mesure que vous travaillerez, s'agissant de cette Convention citoyenne pour le climat. Du reste, il vous appartient, enfin il vous revient même, d'être indépendant du gouvernement. Ça, je ne suis pas inquiet. Des lobbies, et ça c'est une responsabilité qui vous incombe. Le terme lobby, c'est souvent le groupe de pression auquel on n'appartient pas. Mais vous verrez qu'on est souvent le représentant du lobby d'un autre. C'est très étonnant. Vous verrez. Des groupes de pression qui existent, et dont je ne dis pas qu'ils ne doivent pas exister, et dont je dis qu'il vous appartiendra de savoir vous en extraire ou faire la part des choses. Et peut-être même faudra-t-il que vous arriviez à être indépendant de vos propres présupposés, car nous en avons tous. Et parfois, si nous ne les interrogeons pas, ils ont tendance à nous gouverner bien plus que nous avons tendance à les choisir. Vous formez un collectif équilibré, représentatif de nos concitoyens. Vous êtes issus des villes ou des campagnes, actifs ou retraités. Je précise que les retraités peuvent être actifs à certains égards, ils le savent. Cadres, employés, ouvriers, agriculteurs, chômeurs, étudiants. Vous avez été tirés au sort pour porter un regard neuf et peut-être différent, avec le moins de biais possible, mais il y en aura forcément, sur ces questions qui nous occupent et qui parfois nous divisent. L'idée de cette convention, c'est de donner le temps de dépassionner les débats, non pas que vous soyez sans passion, mais de faire en sorte qu'on puisse se poser pour réfléchir, enfin, que vous puissiez vous poser pour réfléchir et pour discuter ensemble, et pour proposer des solutions qu'on imagine et qu'on souhaite constructives. C'est pourquoi je suis venu exprimer le soutien que nous accordons au plus haut niveau de l'État, aux réflexions que vous allez développer, aux propositions que vous allez formuler pendant 6 week-ends jusqu'en janvier 2020. Et je l'ai dit, l'expérience à laquelle vous avez accepté de participer est inédite. Vous êtes rassemblés au Conseil économique, social et environnemental parce que nos concitoyens ont exprimé une très forte demande de participation. Ils l'ont exprimé sur les ronds-points, dans les espaces offerts par le grand débat. Partout en France, ils ont exprimé la volonté d'avoir une meilleure prise sur les décisions qui engagent la nation. Autrement dit, nos concitoyens ne veulent pas seulement voter et puis ensuite subir. Ils veulent s'engager dans l'élaboration des politiques publiques en proposant, à partir de leur expérience de terrain, à partir de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils croient, de ce qu'ils savent, des solutions innovantes et efficaces. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, que je me réjouis de la motivation qui est la vôtre.
Nous avons demandé au comité d'organisation de vous ménager les meilleures conditions de travail possibles. Et vous savez, beaucoup de nos concitoyens, parfois, et parfois à raison, déplorent le manque de civisme, le sens du collectif parfois émoussé, parfois la fin des idéaux, tous ces mots qui mineraient la société française. Eh bien, d'une certaine façon, vous démontrez, ou vous allez démontrer, qu'il existe dans notre pays, ce dont je ne doutais pas, mais ne pas en douter, c'est moins bien que pouvoir le démontrer, qu'il existe dans notre pays des citoyens qui sont prêts à prendre sur leur temps professionnel, sur leur temps familial, sur leur temps personnel, pour apporter leur pierre à la construction de l'intérêt général. Et de ça, je voudrais vous remercier très sincèrement. Et j'associe ces remerciements aux équipes du CESE, à son président, bien sûr, aux membres du comité de gouvernance et aux 3 garants de cette convention qui vont veiller à son bon déroulement. Si cette convention fonctionne bien, et pourquoi fonctionnerait-elle mal? Il y en aura d'autres, sur d'autres thématiques. Nous souhaitons, avec le président de la République, faire du projet auquel vous participez une des modalités permanentes de la vie démocratique. C'est l'un des objectifs majeurs de cette révision des institutions, de cette réforme constitutionnelle que le président de la République a souhaité engager. Et je crois pouvoir dire que nous sommes déterminés, lui, moi, l'ensemble du gouvernement, à ce que la transformation que nous avons évoquée, Monsieur le Président, s'agissant du CESE, puisse se faire au service de la participation citoyenne. Il y en aura donc d'autres, mais celle-ci porte, et c'est la première, et ça n'est pas un hasard, sur le climat. Vous vous souvenez que l'étincelle qui a déclenché plusieurs mois de crise sociale dans notre pays vient de là. Elle vient de la taxe carbone. Certains ont vu dans cette taxe carbone le symptôme d'une incapacité que nous aurions à proposer des solutions efficaces, des solutions qui rassemblent. Et je prends évidemment ma part de critique en la matière. L'objectif initial peut être décrit de façon très simple. Notre idée, c'était de faire en sorte de taxer de moins en moins le travail et les revenus du travail et de compenser cette diminution de la taxation du travail par une augmentation de la taxation sur le carbone et donc d'une certaine façon, entre guillemets, sur la pollution. C'était ça l'idée fondamentale. Et nous avons sous-estimé le besoin de nos concitoyens d'être associés, d'être consultés avant l'élaboration des politiques publiques. Et nous avons peut-être, de ce point de vue, utilisé de mauvais chemins. Et donc, notre objectif, c'est de corriger la méthode et d'essayer de faire en sorte que des changements, y compris parfois des changements profonds, des transformations profondes, puissent non plus être imposées par la loi ou par l'impôt, mais qu'elles puissent relever de propositions qui associent l'ensemble de nos concitoyens. S'agissant de l'écologie, il s'agit d'éviter ce que parfois on a appelé l'écologie punitive, ou l'écologie brutale, que parfois certains semblent appeler de leur vœu. Nous ne réussirons pas la transition écologique en nous opposant entre nous, qui que nous soyons. Je ne crois pas que nous réussirons la transition écologique en opposant les agriculteurs à ceux qui savent et qui sont pénétrés de l'importance de la transition écologique, que nous la réussirons en opposant les jeunes à la génération du baby-boom, les entreprises aux individus, les villes aux campagnes. Je crois que nous relèverons ce défi en nous appuyant sur des initiatives parfois locales qui ouvrent un chemin possible, réaliste, désirable, convaincant. Je ne crois pas non plus, mais peut-être en débattrez-vous, je ne crois pas non plus que les discours
d'apocalypse soient d'une très grande utilité. Ils peuvent avoir une forme d'utilité, mais ils accusent, ils angoissent et peut-être même parfois, ils tétanisent. Si on vous dit que tout est perdu, pourquoi agir ? Je ne sais pas si ce sont des discours dangereux, mais je crois qu'ils sont souvent stériles en tout cas. Et peut-être pire que tout, parfois ils ferment le débat. Je pense que nous pouvons réfléchir et agir plutôt en écoutant ceux qui ouvrent des voies. J'ai la conviction, j'ai même l'expérience lorsque j'étais maire, que les Français, nos concitoyens, peuvent changer et même changer leur mode de vie quand ils en sont convaincus, quand ils sont convaincus de la nécessité de le faire. J'ai rencontré beaucoup de Français qui veulent changer leur rapport à la consommation et probablement un grand nombre d'entre vous sont dans cette logique. Et changer ces rapports à la consommation, ça peut prendre des formes très diverses. Ça peut être trié. De ce point de vue-là, notre pays a fait des progrès. Est-ce qu'ils sont terminés ? Non. Est-ce qu'ils peuvent être encore accrus ? Oui, sans doute. Mais nous trions plus aujourd'hui que lorsque j'étais adolescent, je vous le garantis. Enfin, ceux qui ont mon âge le savent. J'en vois qui doutent, parce que je vieillis. Économiser l'énergie. Économiser l'énergie. Acheter équitable. L'idée d'acheter équitable, il y a 20 ans, était peut-être portée, mais portée par une toute petite portion de la population. Aujourd'hui, cette idée, elle se développe et elle se répand. Depuis plusieurs mois, depuis quelques années, nos concitoyens qui s'engagent dans ces voies sont de plus en plus nombreux. J'avais, lors d'un déplacement à Roubaix, rencontré une famille, la famille Delporte, qui avait fait le choix, une famille modeste, qui avait fait le choix de vivre l'expérience zéro déchet, ou quasiment zéro déchet. Et je ne dis pas que tout le monde doit vivre comme la famille Delporte. Je dis juste, parce que je crois que c'est intéressant, qu'en faisant ce choix, cette famille n'avait pas fait un choix quantitatif, mais qu'elle avait fait le choix d'un mode de vie, qu'elle avait fait le choix d'éviter de façon systématique le plastique à usage unique et le suremballage, qu'elle avait fait le choix de donner plutôt que de jeter, de réparer plutôt que de gâcher, de faire du covoiturage. Ce que je veux dire, c'est que chacun peut essayer de changer son mode de vie avec bon sens, avec détermination, avec organisation. Et à l'époque, j'avais utilisé le terme, mais peut-être est-il mal choisi, il n'est pas de moi, je le reprends du maire de Roubaix, d'écologie souriante, parce que les concitoyens que j'ai rencontrés et qui avaient fait le choix de ce mode de vie en étaient heureux, en étaient fiers et avaient le sourire de façon systématique aux lèvres qui éclairaient le visage. Ce choix de vie, c'est celui des agriculteurs qui engagent la conversion de leur exploitation vers la haute valeur environnementale ou vers le bio. Je ne dis pas que c'est un choix facile, mais c'est un choix qui est fait par beaucoup de nos concitoyens. C'est le choix des entreprises, des chercheurs qui innovent pour inventer parfois les batteries de demain, pour découvrir parfois des molécules qui peuvent dépolluer les sols, pour proposer des alternatives au plastique. C'est le choix que nous faisons quand nous avons pris la décision de fermer, par exemple, les centrales à charbon, Madame la Ministre. C'est le choix de maires engagés qui développent les transports en commun, qui inventent la ville et les villages de demain, c'est-à-dire neutres en carbone. Tous ont compris que la transformation de nos modes de vie ne doit pas être une contrainte, mais une chance. Et ce sont eux, et c'est vous, de ce point de vue-là, les experts du quotidien. Votre défi aujourd'hui, au fond, c'est d'inventer une forme d'écologie française, enfin en tout cas adaptée à ce que nous sommes. Nous ne partons pas de rien parce que nous avons posé les premières bases et qu'il existe des instruments ou des solutions. Je ne vais pas en faire un catalogue, je voudrais en citer quelques-uns parce que je ne voudrais pas que l'on croie que nous partons de rien. La prime pour changer de voiture contre un véhicule moins polluant. Quand nous avons dit qu'il fallait la développer, on nous a beaucoup dit que ça aurait peu d'effet. Aujourd'hui, elle a bénéficié à plus de 500 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a 500 000 personnes qui sont passées d'un véhicule qui était plus polluant à un véhicule qui est moins polluant. Est-ce que c'est parfait ? Je ne sais pas. Et peut-être certains nous diront, ce qui aurait été parfait, c'est d'éviter qu'ils achètent une voiture.
Peut-être. Mais est-ce qu'on peut convenir, vous et moi, que passer d'une voiture très polluante, ou en tout cas plus polluante, à une voiture moins polluante, c'est déjà un progrès? Le forfait mobilité, que nous avons essayé de travailler avec les organisations syndicales, avec les organisations patronales, je le dis au président du Conseil économique, social et environnemental, parce que tous ces efforts de concertation sont chers à son cœur. Ce forfait mobilité va permettre aux employeurs de verser jusqu'à 400 € par an, sans charge ni fiscalité, aux salariés qui ont choisi le covoiturage ou les déplacements en vélo. Est-ce que c'est parfait? Je ne sais pas. Mais est-ce que ça permet à nos concitoyens qui souhaitent s'engager dans cette voie d'avoir un encouragement, une solution supplémentaire? Oui, je le crois. Nous avons fixé des cadres ambitieux avec les constructeurs automobiles pour réduire significativement, presque de moitié, des émissions moyennes de CO2 des véhicules d'ici 2030. C'est une transformation sans précédent de l'industrie automobile qui s'annonce. Et là aussi, cette transformation, elle est à la fois une excellente chose parce qu'elle permet de diminuer la pollution et les émissions de CO2, mais elle est aussi, à certains égards, très questionnante et très angoissante, parce que dans certains territoires, le tissu industriel, il a été organisé autour de la voiture, parfois autour du diesel, et que quand on dit, et je suis bien persuadé qu'il y en a parmi vous qui vivent dans des territoires comme celui-ci, enfin comme ceci, et donc quand on dit qu'il va falloir transformer, oui, transformer peut-être, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en termes d'emploi, en termes de richesse, en termes de mode de vie? Et donc ces questions, elles sont évidemment délicates, mais il faut les regarder en face et essayer d'y apporter des réponses. Nous avons essayé d'avancer aussi sur le transport aérien. Et avec la loi énergie-climat, le gouvernement veut en finir avec les passoires thermiques en accompagnant les Français les plus modestes. Donc des instruments, des solutions créées ou mises en place au niveau national, il en existe. Mais au-delà de ces outils nationaux, il nous faut construire une écologie enracinée dans nos territoires et dans nos terroirs, si j'ose dire. Une écologie qui s'appuie sur notre histoire et sur nos savoir-faire. Là aussi, je voudrais donner un exemple, parce qu'il est bon que tout le monde sache que ça existe. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, et j'ai dévoilé la liste de 24 territoires d'innovation, c'est-à-dire, au fond, des territoires, souvent des agglomérations, parfois des regroupements de communautés de communes, dans lesquels il y a un tissu innovant, exceptionnel, et que nous avons identifié et que nous aidons pour qu'ils continuent à innover et à trouver des solutions concrètes. Et dans la Drôme, à Romans-sur-Isère, c'était l'exemple de la Biovallée, un territoire très rural, dans lequel on essaie d'inventer des solutions agricoles, industrielles, parfaitement compatibles avec la préservation des milieux et de la planète, avec des écosystèmes d'entreprises qui partagent cette nécessité d'innover et qui trouvent des solutions. Et ça existe. Et parfois, on ne le sait pas suffisamment. Et ça veut dire qu'on est capable d'avancer en la matière. Là-bas, comme ailleurs, comme dans les plus grands instituts de recherche, on est capable d'avancer. Votre Convention citoyenne pour le climat, elle a vocation à inventer une écologie populaire dans tout ce que ce terme a de glorieux. Et il a beaucoup de choses de glorieux. Parce que les solutions les plus ingénieuses, les plus raisonnables, peuvent émaner de vous, lorsque vous prenez en compte la science, lorsque vous prenez en compte l'esprit de responsabilité qui est le vôtre, lorsque vous êtes réunis dans une assemblée de gens qui, par définition, sont des gens de bonne volonté et qui veulent avancer. Car il est très probable que si vous ne vouliez pas avancer, que si vous vouliez rester dans votre coin en vous disant que rien n'est possible, eh bien, vous n'ayez pas accepté d'être ici aujourd'hui et de revenir aussi souvent. Nous avons besoin de vous pour définir des mesures qui nous permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% par rapport à 1990 d'ici 2030. Nous réduisons ces émissions, mais nous ne les réduisons pas assez vite. Mais nous les réduisons. Là encore, j'essaie d'avoir un propos nuancé. Nous avons réduit les émissions de gaz à effet de serre en France par rapport à 1990. Et parfois les gens ne le savent pas. Nous l'avons fait. Mais nous n'allons pas assez vite. Et donc c'est un problème. Comment faire pour aller plus vite et pour faire mieux? Si vous trouvez des solutions, si vous avancez sur ces solutions, comme le président de la République s'y est engagé, vous traduirez ces propositions en projet de loi, en mesures réglementaires, voire
pour les plus puissantes, et si c'est nécessaire, nous les soumettrons à référendum. Mesdames et messieurs, rien n'est interdit. Il est toujours possible d'adapter notre droit et même notre cadre institutionnel, même si parfois ces adaptations prennent du temps. Et parfois ça peut prendre plus de temps pour certaines adaptations un peu lourdes. Je pense tout ce qui relève du cadre européen prend plus de temps à être modifié que ce qui relève du cadre national. Vous aurez, parce que ce sera mis à votre disposition, toute l'expertise juridique nécessaire en la matière. Vous pourrez, j'allais dire, évidemment proposer de mobiliser l'argent public. Mais comme il n'y a pas d'argent magique, il faudra nous indiquer, et ce sera votre responsabilité, si d'éventuelles nouvelles priorités doivent être financées par de la dette, ou par de l'impôt, ou par des économies. Parce que si nous voulons vous placer dans la situation d'être des forces de proposition responsables, vous devez prendre en compte les contraintes qui s'exercent de façon collective, pas simplement sur le gouvernement, sur le Parlement, mais sur notre pays. Mais vous aurez la possibilité de travailler là-dessus et de proposer des choses précises, concrètes, et je l'espère, excellentes. Mesdames et messieurs, le niveau de vigilance de nos concitoyens sur ces sujets est aujourd'hui proportionnel à leur inquiétude. Et ce ne sont pas seulement nos concitoyens qui s'inquiètent ou espèrent pour leurs enfants, ce sont nos enfants eux-mêmes qui nous interpellent sur leur avenir et qui veulent s'engager. Je crois que notre défi collectif, c'est de ne pas tomber dans la déprime ou dans la défiance, mais de faire de cette vigilance et de cette exigence environnementale un moteur d'action concret et quelque chose qui porte dans la société. Avec cette Convention citoyenne pour le climat, vous qui, de ce point de vue, êtes des pionniers, vous avez une occasion historique d'être au rendez-vous. Alors, comme on dit chez moi, haut les cœurs. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Madame la ministre, je suis Sophie Guillain, une des 6 animateurs qui vont accompagner les citoyens dans leurs travaux. Et l'idée des échanges que vous nous avez proposé d'avoir aujourd'hui, c'était de finalement vous interroger sur cette mission que vous leur donnez et aussi sur peut-être les suites qui seront données à ce qu'eux pourront produire. Du coup, on va prendre quelques questions. On va prendre par salve de 2 questions des interrogations. Je vais aller dans la salle. Normalement, je devrais récupérer un autre micro pour cela. Et Yves, qui est avec moi également, pourra prendre des questions. Il va commencer par le faire. Si des personnes veulent poser des questions, vous vous présentez. Merci beaucoup, Cyril. Vous vous présentez votre prénom et éventuellement aussi votre département de provenance. Et vous pouvez poser